Un jeu effrayant se déroule là où les secrets fleurissaient autrefois. Bienvenue chez les détectives Eternos. Je suis votre hôte Aloïs. Dites-moi, d'où regardez-vous dans le monde? Votre présence donne vie à ce mystère. Commençons. C'était un dimanche pour lequel Sainte Mildred était célèbre. Un air frais, un givre taquin accroché aux haies et une sorte de soleil matinal pâle qui illuminait les murs de pierre de chaque chaumière comme une bénédiction. Au cœur du village, le jardin d'hiver derrière Allerton House brillait de givre. Curieusement nommé malgré son enceinte de serre, le jardin d'hiver était la fierté du regretté colonel Weatherby et était maintenant entretenu de manière quelque peu obsessionnelle par sa veuve Constance. Ce dimanche-là, le calendrier social du village avait atteint son apogée, un tournoi de whist caritatif organisé par la redoutable Madame Weatherby. Elle avait insisté sur ce point, apparemment pour aider le toit de l'église. Même si tout le monde savait que c'était également un moyen d'exposer ses hybrides de bégonia et son service à thé en argent, hérité d'une grand-tante qui avait autrefois dîné avec la reine Alexandra. Miss Jane Marple, assise près du feu crépitant dans son salon de Church Lane, considérait l'invitation avec un léger amusement. Les tournois de whist faisaient invariablement ressortir les qualités les plus intéressantes chez les gens. La vanité, la compétitivité et, plus délicieusement, une haine à peine déguisée en bavardage. Vers 2 heures, et demi les habitants les plus respectables et les plus bavards du village s'étaient rassemblés sous la coupole de verre voûtée du jardin d'hiver. L'air à l'intérieur était chaud et légèrement parfumé de terre humide et de fleurs d'agrumes. Des tables à cartes pliantes avaient été disposées en rangées soignées sur le sol carrelé, et les invités se déplaçaient entre elles comme des pièces d'échecs polies, échangeant des plaisanteries et des regards aiguisés. Il y avait Miss Chilton, la nièce du curé, jeune, livresque et largement considérée comme ayant besoin d'être adoucie. Le major Blake était également présent, la moustache hérissée, et la voix toujours un décibel trop forte, surtout lorsqu'il s'agissait de gagner une main. Madame Armitage, la nouvelle veuve d'Ivy Ridge Cottage, apportait avec elle un air ambigu, poli, élégant, mais si souvent entre les phrases, lorsque la conversation tournait vers son défunt mari. Ensuite, il y avait Lawrence Sprout, un avocat à la retraite avec une silhouette anguleuse et des yeux comme des groseilles. Il avait une mémoire comme un piège et une langue sans pitié. Il arriva au bras de Madame Weatherby, étrangement attentif, chuchotant d'une manière qui semblait moins intime que conspiratrice. Miss Marple, qui avait choisi de s'associer avec sa vieille amie, Miss Hartnell. Une partenaire redoutable, mais honnête, avait-elle dit, à admirer le décor avec son intérêt placide habituel. Elle remarqua le sourire tendu entre la femme Armitage et M. Sprout, la façon dont la jeune Miss Chilton rougissait et se raidissait à chaque fois qu'elle perdait un pli, et comment Constance Weatherby ne semblait jamais rester assise longtemps, voltigeant entre les tables, sous prétexte de reconstituer ses sandwichs, ses yeux vigilants comme une pie. Du thé était servi à l'entracte, de délicats sandwichs au jambon et à la moutarde, des gâteaux aux fruits et les célèbres scones. À la lavande de Madame Weatherby, la conversation montait et descendait alors que les invités se rassemblaient autour du samovar. C'est à ce moment-là que le jeu a commencé, se souviendra plus tard Miss Marple. Pas le whist, pas vraiment, mais le jeu sous les gestes polis, les piques cachées, les trahisons presque invisibles, et puis 15 minutes précisément après le thé, un cri retentit. Il venait de l'extrémité du jardin d'hiver, où l'un des invités, le major Blake, était entré dans la petite antichambre utilisée pour ranger les manteaux et les fournitures de cartes. Il réapparut presque aussitôt, son visage vermeil vidé de toute couleur, et fit un geste aveugle derrière lui. « Elle est morte. » Il a pleuré. « Bon Dieu. Madame Armitage, elle est... bon Dieu. » La panique et la confusion se sont répandues,
comme de l'encre répandue. Plusieurs invités se précipitèrent vers la salle, d'autres reculèrent instinctivement. Miss Marple se leva sans hâte et s'avança, les lèvres pincées dans une ligne de grave concentration. Madame Armitage était bel et bien morte. Elle était assise affalée dans un fauteuil en rotin, la tête penchée selon un angle curieux, une main posée sur la poignée d'un petit sac à main en cuir. Son chapeau, une de ses cloches bien ajustées à la mode, avait glissé de côté. Sa bouche était légèrement entr'ouverte, comme si elle était sur le point de parler. Il n'y avait aucun signe de lutte. Madame Weatherby, blanche comme de la craie sous son rouge, posa une main sur sa gorge. Elle venait juste d'arriver. Elle a complimenté mes boutures de géranium il y a à peine 10 minutes. La jeune Miss Chilton était en larmes. Le major Blake planait impuissant, n'offrant du cognac à personne en particulier. Lawrence Sprout, qui n'avait pas bougé depuis qu'il était entré, a simplement dit « Appelez le docteur Pendlebury ». Et pour « L'amour du ciel ne touchait à rien », Miss Marple, qui avait vu le visage de la mort sous toutes ses formes, observait silencieusement. Ce n'était pas la mort elle-même qui la troublait. Une maladie soudaine pouvait frapper même les plus jeunes, mais le petit tableau qu'elle avait formé, l'angle précis de la chaise, le positionnement soigné du sac à main, et l'absence de quelque chose qui aurait dû être là. Le docteur Pendlebury arriva rapidement, après avoir été convoqué depuis le terrain de cricket. Après avoir examiné le corps d'un air vif et clinique, il prononça prudemment « Une crise cardiaque, peut-être, bien que il y ait une odeur particulière, légèrement amère, pas médicinale. » Les yeux de Miss Marple se plissèrent légèrement. Constance Weatherby serra fermement ses mains gantées. « Mais un meurtre? Dans mon salon de jardin? C'est absurde, sûrement. »« Je n'oserais pas le dire, » répondit le docteur Pendlebury, visiblement mal à l'aise. « Mais je pense qu'il vaut mieux appeler la police, juste au cas où. » Au moment où l'inspecteur Crail arrivait de Market Cudlow, le crépuscule était tombé sur le village. C'était un homme grand et grisonnant, avec une mâchoire sinistre et peu de patience pour les subtilités. Miss Marple le connaissait depuis qu'il était enfant, et même s'il l'admettait rarement, il tenait ses opinions en plus haute estime qu'il ne l'avait jamais laissé paraître. Elle était restée en retrait pendant l'interrogatoire, mais a tout noté, les réponses que trop défensives, les tentatives désinvoltes d'établir des alibis, et la façon dont M. Sprout regardait les tasses de thé comme s'il mesurait combien elles avaient été utilisées. Alors que les invités étaient lentement autorisés à partir, Miss Marple resta derrière, un léger froncement de sourcils jouant sur ses lèvres. Il y avait quelque chose qui n'allait pas du tout dans la manière dont Madame Armitage était morte. Et tandis que Miss Marple regardait une fois de plus le paisible jardin d'hiver, son feuillage épais, l'air chargé d'agrumes et de toute autre chose, elle pensa de nouveau à un jeu. Pas celui qui se joue avec des cartes, mais celui qui se joue entre les gens. Et quelqu'un, elle en était sûre, venait de faire son premier pas. Lundi matin, la mort de Madame Armitage était devenue le seul sujet de discussion à Saint Mildred. La cloche de la place n'avait pas fini de sonner habituellement 8 heures, que les chuchotements se mirent à flotter comme des moineaux dans les boulangeries, les épiceries et les fils téléphoniques. Le jardin d'hiver, autrefois la fierté d'Allerton House, était désormais le théâtre d'un scandale, et peut-être, comme l'a dit Miss Hartnell avec un goût dramatique, un meurtre de sang-froid sous verre. Dans High Street, Miss Pendle, du magasin de vêtements, se penchait sur son comptoir, la voix basse malgré le fait que le magasin était vide. Elle avait de si beaux ongles que Madame Armitage, on pouvait toujours dire par les mains d'une femme quel genre de maison elle avait. Immaculée, pas du genre à tomber morte sur une chaise. Au bureau de poste, le vieux monsieur Trevelyan a déclaré à qui voulait l'entendre qu'il n'avait jamais fait confiance à une femme qui avait déménagé seule dans un village et qui refusait de parler de son défunt mari. « Mystérieux, voilà ce que c'était, » dit-il au laitier. Elle est arrivée dans une Rolls-Royce et n'a même pas rejoint la guilde des femmes. Ce n'est pas naturel. Seule Miss Marple, semblait-il,
ne se souciait pas des spéculations. Elle était assise dans son salon le matin même, tricotant une douce écharpe en laine grise pour le nouveau petit enfant de sa nièce, ses pensées bougeant avec beaucoup plus de précision que ses mains. L'hésitation du docteur Pendlebury la veille n'était pas passée inaperçue. Il n'y avait pas non plus le léger parfum du jardin d'hiver, quelque chose d'âcre sous la chaleur florale. Et puis, bien sûr, le positionnement du corps de Madame Armitage. Pas affalé, pas effondré, mais posé, comme si quelqu'un avait voulu retarder la découverte, ou cacher quelque chose. L'arrivée de l'agent de l'inspecteur Crail plus tard dans la journée n'a pas été une surprise. L'agent Barnes était un homme doux et sérieux, qui avait déjà tenté de rejoindre la chorale du village avant de découvrir son incapacité à faire la distinction entre les objets tranchants et les bémols. Il frappa poliment, chapeau à la main, et demanda si Miss Marple pouvait venir à Allerton House pour quelques questions supplémentaires. « Bien sûr, ma chérie, » dit-elle, avec un sourire, « mais si je peux vous faire une suggestion, vous voudrez peut-être examiner de près l'entrée latérale du jardin d'hiver. J'ose dire qu'elle a été déverrouillée plus souvent que Madame Weatherby ne le pense. » L'agent Barnes cligna des yeux. « Oh, c'est vrai. Oui, madame. Allerton House était moins grandiose qu'elle ne l'était à l'époque du colonel. Constance Weatherby l'entretenait du mieux qu'elle pouvait, mais le lierre grimpait chaque année plus haut sur la façade et le portail avait développé un grincement persistent. À l'intérieur, elle reçut Miss Marple avec une sorte de dignité fragile, cheveux parfaitement coiffés, broche alignée comme une médaille militaire, mais sa voix était un peu trop cassante pour dissimuler la peur qui se cachait derrière. Elle, « J'arrive à peine à dormir », a-t-elle avoué. L'idée, une femme mourante ici à mon événement, c'est épouvantable. Je ne sais pas comment je pourrais un jour organiser à nouveau un autre rassemblement. Miss Marple émit un murmure doux et sympathique, du genre à encourager de nouveaux aveux. « Je la connaissais à peine », a poursuivi Madame Weatherby. Madame Armitage a emménagé ici il y a seulement 6 mois. Elle a affirmé que son mari était mort de fièvre à l'étranger, en Afrique, je pense, ou était-ce en Argentine? De toute façon, elle évitait toujours les détails, même si elle semblait habituée au luxe. Avez-vous déjà vu sa garde-robe? Dior, je vous le jure. Miss Marple remarqua l'envie, faible mais indéniable. Et Monsieur Sprout? Demanda-t-elle, comme paresseusement. Une lueur passa sur le visage de Madame Weatherby. Oh, eh bien, il était sympathique, assez attentif en fait, peut-être trop attentif si je puis dire. Il chuchotait toujours avec elle, et puis, bien sûr, il y avait ce petit... Eh bien, peu importe. Elle sirota son thé. « Quel genre de poison agit si rapidement, à votre avis ?» Miss Marple posa sa tasse. « Ah, alors Tuffer vous soupçonnez du poison ?» Madame Weatherby rougit. « Seulement, sinon c'est trop pratique. Aucun signe visible de détresse, aucun antécédent de maladie. Le docteur Pendlebury semblait incertain, n'est-ce pas? Et maintenant, la police pose des questions sur les tasses de thé et le contenu des sacs à main. Plus tard dans la journée, l'inspecteur Crail a effectué une fouille discrète du chalet de Madame Armitage à Ivy Ridge. Ses chambres étaient immaculées, mais curieusement impersonnelles. Tout portait la marque du goût sans intimité. Pas de photos de famille. Aucune correspondance. Quelques magazines de mode. Un seul passeport dans le tiroir, délivré à son nom de jeune fille, et non à celui de son mari. Et regarde ici, marmonna Crail, brandissant un télégramme datant de 3 semaines auparavant. Le papier était lissé, comme s'il était lu souvent. Les conditions ont changé. Retour dangereux. Arrêtez. Attendez les instructions finales. Arrêtez. Pas de nom. Aucune signature. Aucune indication d'origine. L'agent Barnes avait l'air perplexe. « Retournez où, monsieur? C'est ce que nous devons découvrir, » dit Crail d'un air sombre. De retour au village, Miss Marple avait entamé sa propre enquête. Elle rendit visite à Miss Chilton au presbytère, apportant un panier de galettes et un regard sincèrement préoccupé.
Ma chérie, dit-elle en posant une main chaude sur le bras de la jeune femme, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer à quel point tu étais bouleversée hier. Tu étais assez proche de Madame Armitage, n'est-ce pas? Miss Chilton hésita. Je ne dirais pas proche. Elle était gentille avec moi. Elle m'a encouragé à envoyer mes histoires à un magazine. Elle a dit que je lui rappelais quelqu'un. Mais elle semblait aussi nerveuse parfois, paranoïaque même. Une fois, je l'ai vue sursauter au bruit d'un moteur à l'extérieur. Elle a dit qu'elle ne faisait pas confiance au rétroviseur. N'est-ce pas étrange? Parfois, dit doucement Miss Marple. Les gens qui ont traversé des épreuves difficiles prennent des précautions inhabituelles. A-t-elle déjà mentionné des noms ou où elle a pu vivre auparavant? Seulement qu'elle détestait Londres, dit Miss Chilton en fronçant les sourcils. Elle a dit que c'était à Londres que tout s'était mal passé. Elle n'a pas dit de quoi c'était. Miss Marple sirotait son thé pensive. Ce soir-là, le gendarme est retourné à Church Lane avec une urgence discrète. L'inspecteur Crail m'a dit que je devais vous le dire, Miss Marple. Nous avons trouvé de l'extrait de digital dans son sac à main. Digital. Une dose puissante, suffisante pour arrêter le cœur en quelques minutes. En avez-vous trouvé? Dans le thé? Pas une trace. Ni sur les scones, ni sur le gâteau aux fruits. Rien. Et pourtant, dit doucement Miss Marple, Madame Armitage est morte avec du thé encore chaud dans l'estomac et pas le temps d'appeler à l'aide. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, les dernières lueurs du jour tombèrent sur les haies, de longues ombres s'étendant sur les pavés. Quelque part dans les bois, derrière Allerton House, un faisan a crié brusquement. Elle ne s'est pas empoisonnée, dit enfin Miss Marple. Non, quelqu'un a administré le poison de la manière la plus intelligente. Intelligente, car elle ne laissait aucune trace sur la nourriture. Intelligente, car elle reposait sur le timing. Intelligente, car elle reposait sur la familiarité. Elle se tourna vers le constable, les yeux calmes et clairs. Ce n'était pas un acte spontané, c'était un jeu bien répété, et cela ne fait que commencer. C'était un mardi gris et venteux lorsque l'inspecteur Crail retourna à Allerton House pour une deuxième série d'entretiens. L'air avait perdu sa chaleur du week-end et le jardin, débarrassé du doux charme du dimanche, paraissait désormais sombre derrière les vitres embuées du jardin d'hiver. Les bégonias, autrefois si fièrement exposés, semblaient s'affaisser de culpabilité. Ou peut-être était-ce simplement ainsi que Miss Marple les considérait, comme des témoins silencieux de quelque chose de cruel. Crail n'était pas un homme doué pour l'imagination. Les faits le réconfortaient, les schémas l'apaisaient, mais ce cas-ci était irrégulier, trop soigné pour être naturel. Une femme qui est simplement tombée morte dans une pièce pleine de thé et de cartes de whist, une femme sans attache locale, sans histoire personnelle, et maintenant un télégramme l'avertissant de ne pas revenir, il en était venu à contre-cœur à apprécier l'ingérence discrète de Miss Marple. Non pas parce qu'il appréciait son interférence, ce n'était pas le cas, mais parce que son instinct lui permettait de retourner des pierres qui cachaient plus que des vers. « Vous avez déjà une théorie, n'est-ce pas, Miss Marple ?» demanda-t-il sans vraiment la regarder, alors qu'elle le rejoignait une fois de plus dans le jardin d'hiver. « Seulement le début d'un, » répondit-elle sereinement, croisant ses mains gantées sur ses genoux. « Vous voyez, j'ai connu pas mal de meurtriers dans ma vie, inspecteur. La plupart ne sont pas du genre à soupçonner. Ils sourient comme il faut et disent toutes les bonnes choses. Mais ce qui les trahit, c'est les efforts qu'ils consacrent à faire passer la mort pour quelque chose qu'elle n'est pas. » Crail s'autorisa l'ombre d'un sourire sinistre. « Et à quoi est censée ressembler cette mort? »« Naturel, soudain, introuvable, » a-t-elle déclaré. « Et surtout involontairement. » Crail fronça les sourcils. « Vous pensez que cela a été mis en scène pour ressembler à un accident, mais pas à un meurtre? »« Oh non, » dit Miss Marple. « Bien au contraire. Je pense que la méthode était censée être indémontrable, oui, mais le tueur recherchait qu'elle meure, à ce moment précis, entourée des autres, pas dans son cottage, ni à pied chez elle,
ni emmagasinant pour des conserves. Ici, pendant le match de Whist.Crail, digéra cela en silence. Puis, à contre-cœur, il proposa. Nous avons commencé à compiler des informations sur elle. Le Puttigento Stamp Passport indique le nom de jeune fille. Cordelia Vine. Née dans le Yorkshire, a déménagé à Londres vers 1931. Mariée en 1946 avec un certain Arthur Armitage, un homme d'affaires travaillant à l'étranger. Aucune trace officielle de sa mort, mais elle a affirmé qu'il était décédé à Buenos Aires en 1953. Pas d'enfant, pas de parents survivants, pas de visiteurs. Miss Marple pencha légèrement la tête. « Cordelia Vine », répéta-t-elle pensivement. « C'est un nom que je n'ai pas entendu depuis de nombreuses années. Curieux. Vous la connaissiez? » « Non. Mais je savais de son. Ma cousine Rachel a mentionné un jour ce nom en lien avec un certain désagrément juridique. Un homme à Londres, avocat ou financier, je ne me souviens plus précisément, qui s'est retrouvé très publiquement ruiné et a blâmé une femme portant exactement ce nom. Il y a eu du bruit dans les journaux, finalement balayé tranquillement. Comme c'est étrange qu'elle refait surface à St. Mildred's. Crail haussa un sourcil. Je vais y réfléchir. Cela ressemble au genre de désordre dont quelqu'un pourrait vouloir se cacher. Ils rentrèrent à l'intérieur, au moment où Constance Wetherby descendait les escaliers, avec un soupir dramatique. « Inspecteur, je crains de devoir insister pour que nous concluions rapidement votre enquête. Plus cela traîne, plus cela donne une mauvaise image de la communauté. Les gens parlent. Dire qu'il n'est plus prudent d'organiser une garden party sans craindre d'empoisonner. Ça, génoise. Nous terminerons lorsque la vérité sera claire, Madame Wetherby, dit fermement Crail. Miss Marple observa la femme pendant un long moment silencieux. Il y avait quelque chose de trop performatif dans sa détresse, et derrière cela peut-être une lueur de ressentiment. Vers Madame Armitage, vers la police, ou simplement vers la perte de sa réputation soigneusement cultivée. Plus tard dans la matinée, Miss Marple rendit une visite inattendue à Lawrence Sprout. L'avocat à la retraite vivait dans une maison froide et bordée de livres à l'orée de la verdure du village, où tout sentait légèrement l'encre et la poussière. Il ouvrit la porte dans une robe de chambre en laine et parut légèrement amusé par sa présence. « Miss Marple, » dit-il en s'inclinant légèrement. « Tu es venue m'accuser, n'est-ce pas ?»« Oh mon Dieu, non, » dit-elle avec un sourire poli. « Je voulais simplement poser des questions sur les mains de pont et les phrases juridiques. » Il cligna des yeux. « Pardon ?» Elle entra délicatement dans son hall. « Eh bien, je me souviens que vous aviez mentionné jouer aux cartes dans votre jeunesse aux Inns of Court. Et cela m'a rappelé une phrase que j'ai entendue une fois, la connaissance constructive implique la culpabilité en matière d'équité. Je ne l'ai jamais bien compris. Pourriez-vous me l'expliquer ?» Il rit. « Bon Dieu, c'est toute une question pour un mardi matin. Très bien. En termes juridiques, cela signifie que si quelqu'un raisonnablement devrait ont eu connaissance d'un crime ou d'une fraude, même s'ils ne le savaient pas techniquement, savoir la loi peut encore les considérer comme coupables. » Miss Marple hocha la tête pensivement. « C'est plutôt utile, non? Dans certaines situations. » Sprout l'étudia attentivement. « La théorie du droit ne vous intéresse pas vraiment, n'est-ce pas? »« Oh, monsieur Sprout, vous sont intelligent. » Elle sourit comme s'il venait de la surprendre en train de jouer un tour de cartes. « Mais peut-être pourriez-vous m'aider avec encore une chose. Madame Armitage vous a-t-elle déjà demandé de rédiger un testament ?» Son front se plissa. « Non, elle ne l'a pas fait. En fait, je lui ai proposé une fois en passant, mais elle a refusé. Elle a dit qu'elle ne faisait pas confiance aux avocats, pas après ce qui s'est passé à Londres. »« Ah !» dit Miss Marple. « Alors elle avait été impliquée dans quelque chose. Elle n'a jamais donné de détails. Elle a juste fait allusion à une trahison. Elle a dit qu'elle avait appris à ses dépens à ne pas compter sur des hommes avec de beaux costumes et des sourires charmants. C'est peut-être sage de sa part. » Sprout lui lança un long regard illisible. « Et pourtant,
Quelqu'un l'a encore trahi. Au moment où Miss Marple revint à Church Lane, le ciel était couvert de nuages. Une fine pluie commença à tomber juste au moment où elle atteignait la porte de son jardin. Elle s'arrêta pour cueillir un brin de romarin sur sa bordure. « Pour le souvenir », murmura-t-elle, et entra. Elle alluma la lampe de son salon et relut ses notes dans la faible lumière. Ambrée, une femme au passé enfouie, une nouvelle identité, une mort précipitée, un événement étrangement opportun, et au fond, ce n'est pas une arme, mais un méthode délicat, délibéré, dépendant de la routine et du timing. La présence de poison dans le thé avait été exclue. Alors comment avait la digitaline été livrée? Elle pensa au sac à main sur les genoux de Madame Armitage. Elle pensa à ses mains gantées. Elle a pensé à rouge à lèvres. Les yeux de Miss Marple se plissèrent légèrement. Tous les poisons ne doivent pas nécessairement être avalés avec de la nourriture. Parfois, il lui suffit de la chaleur de la peau et de la douceur d'une habitude. Mercredi, l'ambiance à St. Mildred était passée d'une curiosité anxieuse à une appréhension tranquille. Il y avait un tremblement sous la surface de la vie quotidienne, comme une corde tendue attendant de se briser. Les enfants étaient gardés à l'intérieur. Les dames déclinaient les invitations avec des excuses polies, et M. Hackley, chez l'épicier, insistait pour inspecter chaque article avant de le remettre, comme si les pommes elles-mêmes pouvaient receler des secrets mortels. À Ivy Ridge Cottage, le jardin de devant de feu Madame Armitage était laissé sans entretien, ses parterres de roses soignés souffrant déjà du manque de taille quotidienne. Les volets sont restés fermés. Un sceau de police avait été apposé sur la porte, même si tout le monde savait que c'était plus pour la démonstration que par nécessité. Personne n'avait envie d'entrer dans cette maison, pas après les murmures à propos de la digitale et du poison. Miss Marple, assise avec sa tasse de thé de Chine du matin, n'était pas troublée par le brouillard des spéculations. Ses yeux se posèrent sur un modeste carnet dans lequel elle avait écrit, dans une écriture parfaitement soignée, ce qui suit: moyen, poison, digitalis. Méthode, peu claire, non ingérée par la nourriture. Peut-être transférée. Opportunité, limitée à la période Winter Garden. Motif, faire taire Madame Armitage. Mais pourquoi? Le village regorgeait de motifs si l'on y regardait d'assez près. À St. Mildred's, l'histoire n'a jamais été laissée pour compte. Elle s'est contentée de rester tranquillement derrière les rideaux, en attendant. Elle venait de souligner le mot « transféré » quand on frappa à sa porte. C'était encore l'agent Barnes. L'air humide à cause de la bruine et légèrement rose autour des oreilles. « L'inspecteur Crail vous demande si vous accepteriez de participer aux entretiens d'aujourd'hui, Miss Marple, » dit-il en tirant sur sa casquette. De retour à Allerton House, il commence par Miss Chilton et Monsieur Sprout. « Oh, comme c'est attentionné !» dit Miss Marple, comme si cette idée ne lui était pas venue à l'esprit il y a quelques jours. « Laisse-moi chercher mon écharpe. » Le jardin d'hiver avait perdu son charme convivial. Aujourd'hui, c'était comme une véranda d'ombre, avec les vitres striées de pluie et l'air lourd d'humidité. Un seul pot de cyclamène était négligé. Sur le buffet, ses feuilles tombantes comme en signe de deuil. Miss Chilton était assise sur l'une des chaises en osier, tordant nerveusement ses gants. Ses yeux, généralement baissés et cachés derrière des lunettes, étaient cerclés de rouge. Les questions de Crail étaient mesurées mais fermes. « Mademoiselle Chilton, vous avez été l'une des dernières à voir Madame Armitage avant qu'elle n'entre dans la pièce à côté, n'est-ce pas ?»« Je suppose que oui, » dit-elle, la voix tremblante. « Nous venions de jouer un tour. Elle avait l'air bien, un peu calme peut-être, mais elle était toujours fatiguée après quelques mains. Vous avez mentionné précédemment qu'elle avait semblé anxieuse dans les semaines précédant sa mort. Pourquoi? Miss Chilton hésita. Elle a dit des choses qui n'avaient pas de sens sur le moment. Une fois, elle m'a dit de ne pas faire confiance aux gens qui semblaient trop gentils. Une autre fois, elle a dit qu'elle espérait qu'elle n'avait
Pas été suivie. Je pensais qu'elle dramatisait. Suivez? Les yeux de Crail se plissèrent. Est-ce qu'elle a déjà dit par qui? Non. Elle ne voulait pas le dire. Elle regardait juste par-dessus son épaule parfois, ou me demandait de la raccompagner à mi-chemin du soir. Je pensais qu'elle était seule, ou peut-être qu'elle avait peur de quelque chose d'avant. Miss Marple, écoutant tranquillement, fit une note mentale. La peur ne vient pas sans raison. Il ne s'épanouit pas non plus dans l'isolement. Crail se pencha en avant. A-t-elle déjà mentionné quelque chose qu'elle regrettait, quelque chose qu'elle voulait corriger? Elle a dit un jour qu'elle s'était fait des ennemis dans son autre vie, que certaines personnes ne pardonnent jamais une trahison, mais elle ne m'en a jamais dit plus. « Et Monsieur Sprout ?» demanda Crail en changeant de cap. Elle était souvent en sa compagnie. Le visage de Miss Chilton s'est légèrement coloré. « Oui, même si j'ai toujours pensé que Madame Witherby n'approuvait. »« Pas ?» Miss Marple l'interrompit doucement. « Pourquoi penses-tu ça, chérie ?» Miss Chilton avait l'air embarrassée. Madame Witherby a fait des commentaires. Elle a dit des choses comme « certaines personnes s'insèrent là où elles n'ont pas leur place ». Et un jour, elle m'a demandé si je pensais qu'une veuve devrait chercher de la compagnie sitôt après un deuil. « Je vois », dit Miss Marple d'une voix douce. « Et pourtant c'est Madame Witherby qui a fait asseoir Madame Armitage à côté de Monsieur Sprout lors du tournoi de whist. Cela semble inhabituellement généreux. » Miss Chilton cligna des yeux. « Je n'y avais pas pensé. » Plus tard, alors que Miss Chilton était escortée dehors, Monsieur Sprout fut introduit. L'avocat était, comme toujours, bien habillé, et ses mouvements étaient économiques. Il prit place, avec un calme qui frôlait le détachement exercé. « Laissez-moi vous faire gagner du temps, » dit-il en croisant les doigts. « Oui, je connaissais bien Madame Armitage. Non, je ne l'ai pas empoisonnée. Et oui, elle avait des secrets, mais elle n'en a jamais partagé aucun avec moi. » Crail ignora le ton. « On vous a vu lui parler en privé avant le début du tournoi. Un bref échange. Elle m'a demandé de consulter certains papiers, rien de criminel. Une affaire financière datant de son séjour à Londres. J'ai refusé. Elle n'était pas une cliente. Quel genre de papier? » Sprout haussa les épaules. « Des documents relatifs à un ancien investissement, je crois. Elle soupçonnait que quelqu'un l'avait fraudé il y a des années. Je lui ai conseillé de chercher un avocat en ville. Ces documents seraient-ils toujours en sa possession? Ils le sont peut-être, mais je ne les ai jamais vus. » Crail fronça les sourcils. « N'est-ce pas étrange qu'elle te fasse confiance alors que tu en savais si peu sur elle? » Sprout sourit légèrement. « Les gens confondent souvent proximité et intimité, inspecteur. Je l'ai trouvée intrigante, mais pas digne de confiance. » Miss Marple l'étudia un instant. « Elle ne vous faisait pas confiance non plus, Monsieur Sprout. Vous lui avez proposé de rédiger un testament pour elle, et elle a refusé. » Les yeux de Sprout clignotèrent. « J'ai peut-être proposé. Elle a refusé. Beaucoup de gens le font. » « En Townsend, effet, » dit doucement Miss Marple. « Pourtant, elle avait peur. Et tu n'es pas un homme qui inspire la facilité. Je ne suis pas non plus un homme qui tue. »« Non, » dit doucement Miss Marple, « mais vous êtes peut-être quelqu'un qui sait quand laisser les choses se produire. » Crail la regarda, intrigué. Après le départ de Sprout, Miss Marple resta assise. « Elle n'a pas été empoisonnée par un accident, » dit-elle finalement. « Elle a été manipulée. » Crail haussa un sourcil. « Vous avez dit que le poison n'avait pas été ingéré. »« Oui, ce qui veut dire que cela aurait pu être sur quelque chose qu'elle a appliqué sur sa peau. Du rouge à lèvres, de la crème pour les mains, un mouchoir. » Elle fit une pause. « Ou des gants. » Les yeux de Crail se plissèrent. « Vous pensez que quelqu'un lui a donné des gants empoisonnés ou les lui ont rendus après altération? Elle portait des gants lorsqu'elle est décédée, et son sac à main était fermé très soigneusement. Quelqu'un voulait donner une impression de sang-froid. Mais pourquoi ne pas s'assurer que le poison agisse plus tôt ou plus tard? Parce que le tueur avait besoin d'un public. Il voulait qu'elle meure ici pendant le tournoi devant des témoins respectables. Cela éloigne les soupçons, n'est-ce pas?
Personne ne pense qu'un meurtre puisse survenir pendant qu'on sert du thé. Crail réfléchit à cela. Et vos suspects? Miss Marple n'a pas répondu directement. Elle se leva, enfilant ses propres gants. Je pense, dit-elle doucement. Vous trouverez plus de motivation dans le passé de Madame Armitage que dans ses connaissances actuelles. Elle s'arrêta devant la porte. Mais il faut être prudent. Le tueur a joué une carte dimanche, et ils détiennent toujours le reste du jeu. Jeudi matin, le brouillard s'était installé comme un invité inattendu, épais et immobile, étouffant les coins de St. Mildred, comme si le village lui-même retenait son souffle. De la tour de l'église Saint-Anselme à la cheminée, là, plus éloignée d'Ivy Ridge, les toits émergeaient comme des îles sur une mer de blanc, le village tout entier étant silencieux et attendant. Seule Miss Marple bougeait avec son objectif habituel, sa canne frappant légèrement les pavés, alors qu'elle se dirigeait vers l'extrémité de la rue principale. Sa destination n'était ni le commissariat ni le presbytère, mais un bâtiment plutôt modeste niché entre la pharmacie et la poste. Gladwell & Sons, quincaillerie générale et articles ménagers. À l'intérieur, l'air était teinté d'une odeur de paraffine, de cirage et de poussière, une odeur qui n'avait pas changé depuis 40 ans. « Mademoiselle Marple !» s'écria le jeune Thomas Gladwell, qui n'était ni jeune, ni particulièrement heureux, mais qui parvenait toujours à sourire courtois à l'acheteur le plus persistant du village. « Que puis-je vous offrir ce matin? Plus de cirage pour l'argenterie ou peut-être de la ficelle? Non, non plus, merci Thomas. Je suis venu poser des questions sur les gants. » Il cligna des yeux. « Gants? Oui, dit agréablement Miss Marple. Vous souvenez-vous de ceux que Madame Armitage a achetés ici il y a une semaine? En cuir noir doublé d'un intérieur en laine pâle, très fin. Il m'est arrivé de les admirer au tournoi de whist. » Gladwell se gratta la tête. « Je m'en souviens. En fait, nous n'en avions qu'une paire de ce type en stock. D'un envoi auquel je ne m'attendais pas, est arrivé avec une caisse mal étiquetée de Sheffield. Madame Armitage semblait ravie. Elle a dit qu'elle cherchait exactement ce genre de choses. Et est-ce que quelqu'un d'autre s'est montré intéressé? Par eux? Il hésita. Eh bien, oui, en fait. La veille de leur achat, M. Sprout a demandé si nous avions des gants pour femmes. J'ai trouvé cela étrange. Mais là encore, il achète des cartes d'anniversaire pour Madame Wetherby ici. Donc, je n'ai pas posé de questions. Les yeux de Miss Marple s'éclairèrent faiblement derrière ses lunettes à monture métallique. A-t-il acheté des gants? Non, je lui ai dit que la taille que nous avions était petite. Il a dit que ça ferait l'affaire. Mais il n'est jamais revenu les chercher. Madame Armitage les a achetés le lendemain matin. Intéressant, murmura Miss Marple. Très intéressant, en effet. De retour à Ivy Ridge Cottage, l'inspecteur Crail et l'agent Barnes avaient repris leurs recherches. Un petit colis était arrivé ce matin-là en provenance de l'ancienne adresse londonienne du défunt, acheminé par la poste. Crail se tenait sur le seuil du salon, examinant le contenu de la table devant lui. À l'intérieur se trouvaient quelques lettres, toutes datées d'il y a plus de 5 ans. Toutefois, une enveloppe ne portait ni timbre ni adresse de retour. Il contenait une feuille pliée de papier bleu fin, dactylographiée et non signée. Vous pensez avoir dépassé ce que vous avez fait, mais certains d'entre nous s'en souviennent. Nous nous en souvenons toujours, et nous ne pardonnons pas. Crail fronça les sourcils. C'est une menace si jamais j'en ai lu une. Miss Marple, qui se tenait à proximité, jeta un rapide coup d'œil au journal. Oui, mais la question importante est, savait-elle OMS, ça venait de... Crail se tourna vers elle. « Tu as une théorie, je peux la voir dans tes yeux. »« Seulement, une idée, dit-elle doucement. Il me semble que Madame Armitage était punie, pas simplement réduite au silence. Quelqu'un voulait qu'elle peure avant de mourir. Ce message n'était pas destiné à terrifier nous, c'était censé terrifier son. » Crail hocha lentement la tête. « Sproat a dit qu'elle avait examiné des documents financiers. » Elle n'avait pas besoin d'un avocat, répondit Miss Marple. Elle avait besoin d'un confident, quelqu'un en qui elle pouvait avoir confiance pour ne pas signaler ce qu'elle avait trouvé. Crail croisa les bras. «
Que pensez-vous qu'elle a trouvé? Je crois qu'elle a découvert un schéma, peut-être un chantage ou une fraude successorale. Quelque chose impliquant l'identité, très probablement. Sinon, pourquoi aller si loin pour devenir quelqu'un d'autre? Cordelia Vine a disparu. Madame Armitage est apparue. Ce ne sont pas les actes d'une veuve en deuil. Ce sont les actes d'une femme échappant au jugement. Elle fit une pause, mais cela ne veut pas dire qu'elle méritait de mourir. Pendant ce temps, de retour au presbytère, la jeune Miss Chilton parcourait ses propres documents. Lettres de Madame Armitage, notes passées pendant le thé, petites notes sur des pages de magazines sur l'écriture et la poésie. La plupart étaient inoffensifs. Quelques-uns contenaient des phrases énigmatiques, une lecture. Ne faites jamais confiance à ceux qui sourient en vous abattant. Ce sont eux qui ont les couteaux les plus tranchants. Un autre, écrit au dos d'une page de calendrier, à déchirer, disait simplement « Le pardon n'est attendu que de la part de ceux qui sont impuissants ». Et niché entre les pages d'un magazine de jardinage, Miss Chilton a trouvé quelque chose de complètement différent. Une fleur pressée. La digitale. Elle le regarda, un frisson la traversant. Avait-il été donné comme un avertissement? Un aveu. Ou a-t-il été inséré dans les pages par quelqu'un d'autre? Miss Chilton s'est précipitée vers le vicaire, qui a immédiatement appelé le constable. La fleur fut donc apportée à l'inspecteur Crail, qui la plaça sous verre et murmura « C'est un message, d'accord, mais pour qui ?» Plus tard dans la soirée, Mademoiselle Marple a invité l'inspecteur Crail et l'agent Barnes à prendre le thé dans son salon. C'était un acte subtil de diplomatie. Sous couvert de crème caillée et de gâteau Dundee, elle avait l'intention d'en dire plus que dans n'importe quel cadre officiel. « J'ai pensé, dit-elle en versant le thé, aux gants, plus précisément à ceux en cuir noir, ceux de M. Sprout, presque achetés. » Crail fronça les sourcils. « Tu crois qu'il voulait qu'elle les obtienne? »« Je crois que quelqu'un s'est assuré qu'elle serait, soit en retardant leur achat jusqu'à ce qu'elle puisse arriver, soit en les modifiant au préalable et en les laissant ensuite réclamer. » Barnes leva les yeux de son gâteau. « Tu veux dire que les gants ont été empoisonnés ?» Miss Marple hocha la tête. « Précisément. La digitaline peut être absorbée par la peau, en particulier sous forme concentrée. Si la muqueuse interne en était brossée, peut-être en poudre, peut-être dissoute dans un milieu cosmétique, il faudrait du temps pour agir, mais elle agirait. Et elle ne serait pas détectée dans le thé, la nourriture ou d'autres sources courantes. » Crail se pencha en avant. « Vous avez dit plus tôt que le tueur avait besoin d'une audience. Donc les gants étaient chronométrés? » Pas le poison, le situation. Il devait s'assurer qu'elle les porterait, s'asseyait calmement et mourait dans un endroit où cela semblerait naturel. Pas pressé, pas paniqué. C'est pourquoi le meurtre a eu lieu lors du tournoi. Cela a donné au tueur du temps, une couverture et, surtout, du contrôle. Alors qui avait accès aux gants auparavant? « C'est là, » dit Miss Marple en sirotant. « Son thé. C'est la question. Monsieur Sprout en avait l'occasion, oui. Mais le mobile? Moins clair. Madame Witherby avait à la fois de la proximité et du ressentiment. Et si vous permettez une observation personnelle, l'inspecteur, Constance Witherby n'est pas une femme qui aime être éclipsée. » Crail fronça les sourcils. « Vous pensez qu'il s'agit de statut social? » « En partie. Mais je pense qu'il y a plus. Je crois que Madame Armitage savait quelque chose, pas seulement sur son passé à Londres, mais aussi sur quelqu'un ici à Saint Mildred, quelqu'un sur lequel elle avait une influence. » Crail se leva. « Nous les interrogerons à nouveau tous, les deux, Sprout, Witherby, et tous ceux qui ont des gants dans leur placard. » Miss Marple hocha la tête, le regard lointain. « Et encore une chose, a-t-elle ajouté, lorsque vous examinez ces gants, recherchez un petit point, à peine visible, juste à côté de l'intérieur du poignet. Si c'est là, la doublure a été altérée après la fabrication. Quelqu'un d'intelligent voulait qu'elle porte la mort comme une seconde peau. Le village de St. Mildred's était un lieu construit sur un équilibre délicat d'apparence,
où les rancunes étaient cachées derrière, des dentelles tachées de thé et où les secrets avaient tendance à vieillir, mais ne disparaissaient jamais. Le meurtre de Madame Armitage, ou de Cordelia Vine, comme elle avait été autrefois, n'avait pas simplement bouleversé la routine du village. Cela avait menacé son sens même du décorum. Vendredi, l'inspecteur Crail avait commencé à émettre des convocations privées. Il n'avait pas l'intention de provoquer un spectacle, mais même la suggestion d'interrogatoire menée à Allerton House, plutôt qu'au commissariat de police, donnait du fil à retordre au commérage. Miss Marple, cependant, observait le drame qui se déroulait avec le calme de quelqu'un qui traverse une tempête. Cet après-midi-là, Crail confronta à nouveau Constance Witherby, cette fois non pas en tant qu'hôtesse en deuil, mais en tant que complice potentiel d'un crime très personnel. Madame Witherby, drapée dans un châle bleu marine foncé et assise près de la cheminée de son salon, reçut Crail avec les yeux plissés et un air offensé cultivé. « Je t'ai déjà dit tout ce que je savais, » dit-elle froidement en croisant les mains sur ses genoux. « J'ai accueilli le tournoi, oui, mais cela ne m'implique guère dans un meurtre. » Crail, debout à côté du petit écritoire, jeta un coup d'œil vers le tiroir du bureau qui était resté entrouvert. « Votre relation avec le défunt n'était pas particulièrement chaleureuse. Nous avons été polis, rien de plus. Pourtant, vous l'avez assise à côté de M. Sprout, sachant qu'elle avait passé du temps avec lui. Étiez-vous en train de faire des rencontres ou de manœuvrer? » Les lèvres de Madame Witherby se contractèrent. M. Sprout est un homme intelligent, mais il a toujours aimé recueillir des confidences. Je n'ai vu aucun mal à encourager une connexion discrète entre deux personnes de même statut. Miss Marple, tranquillement assise dans un coin, ne dit rien au début. Mais ses yeux étaient perçants. « C'est curieux, Constance, » dit-elle après une pause. « Vous avez longuement parlé de vos plantes lors de la fête du whist, en particulier de la façon dont la digitale de la bordure arrière a fleuri 2 fois cette saison. Un événement rare. » Madame Witherby cligna des yeux. « Oui, c'était le cas. Je l'ai même montré au comité de jardinage. »« Et pourtant, » dit doucement Miss Marple, « vous avez oublié de mentionner que vous aviez récolté une certaine quantité de feuilles pour les faire sécher. Elles ont été trouvées dans un sachet en papier dans votre abri de jardin. » Crail haussa un sourcil. « Je suppose que vous savez que la digitaline peut être extraite de ces feuilles. » L'expression de Madame Witherby vacilla pendant une fraction de seconde avant de se durcir. « Je fais sécher diverses herbes et feuilles. Pour le pot pourri, comme ma mère et sa mère avant elle. Cela ne fait pas de moi un chimiste. »« Non, » dit Crail. Mais la personne qui utilisait les gants n'avait pas besoin de l'être. Tout ce dont elle avait besoin était d'avoir accès à la bonne plante et de pouvoir lasser la doublure avec suffisamment de teinture pour tuer. Ce que vous aviez, ajouta doucement Miss Marple. Après tout, c'est vous qui avez encouragé Madame Armitage à les porter à nouveau, n'est-ce pas? Quand elle les a mis de côté après le thé, vous lui avez rappelé qu'il faisait froid. Madame Witherby se leva. « M'accusez-vous, Miss Marple? J'observe, dit Miss Marple d'un ton neutre. Et dans ce cas, ce que l'on observe sur la nature humaine est souvent bien plus révélateur que ce que l'on voit dans un jardin. » Crail n'a pas insisté davantage sur le sujet, pour l'instant, mais l'aplomb de Madame Witherby s'était brisé. Ce soir-là, sous une épaisse couche de brume, Miss Marple rendit une visite tranquille à Ivy Ridge Cottage. Le sceau de la police avait été levé ce matin-là, et avec la permission de Crail, elle est entrée avec les clés remises au gendarme Barnes. Elle traversa les pièces immobiles, en examinant le contenu comme si elle lisait un journal. Là, sur le bureau, il y avait des bouts de correspondance avec des adresses encerclées et des notes griffonnées en sténographie. Un dossier marqué « Lisbonne », une photographie d'un homme à moustache noire debout devant un hôtel de style colonial. Une autre enveloppe, celle-ci cachée sous le double fond d'un tiroir, contenait une seule photographie d'une Madame Armitage beaucoup plus jeune, élégante en perles, debout à côté d'un homme que Miss Marple reconnut instantanément. Le financier en disgrâce
Quentin Lide. Cela avait fait la une des journaux il y a 10 ans. Un fonds fiduciaire détourné. 3 commanditaires ruinés. Une femme a disparu juste avant le dépôt des accusations. Cordelia arrive. Miss Marple s'est attardée sur la photo. Le sourire sur le visage de la jeune femme était tendu, cassant. La main de l'homme reposait sur son épaule de manière possessive. Ce n'était pas un souvenir heureux, c'était la preuve d'un passé gardé sous clé, mais pas oublié. Puis elle le vit. Une légère tache rose sur le bord du cadre, rouge à lèvres. Avec précaution, elle sortit le tube trouvé dans le sac à main de Madame Armitage, encore scellé et utilisé une seule fois. Elle se souvenait de la teinte, rose Madrid. Le rapport médico-légal avait confirmé qu'il ne contenait aucun poison, mais quelque chose dans le frottis la dérangeait, pas sur les lèvres. Sur le cadre, un cadre que Madame Armitage n'avait probablement pas touché depuis des années. Quelqu'un d'autre avait manipulé cette photo récemment, et quelqu'un avait retiré le cadre d'origine du jardin d'hiver avant de rendre les gants à Madame Armitage. Miss Marple se redressa. Le jeu tournait. Le lendemain matin, l'inspecteur Crail a convoqué une réunion à huis clos dans la petite salle, paroissiale. Étaient à présent Miss Marple, Constance Witherby, Lawrence Sprout, Miss Chilton et le vicaire. « Nous avons maintenant la confirmation, » annonça Crail, que les gants que portait Madame Armitage avaient été altérés. La doublure intérieure a été coupée et recousue. Une trace de teinture de digital, un extrait concentré de digital, a été incrustée dans la couture avec du coton. Une fois portée, la toxine serait absorbée par la peau. Un silence tomba dans la pièce. Lawrence Sprout bougea sur son siège. « Et votre conclusion, inspecteur ?» Le regard de Crail se déplaçait de face à face. « Que les gants ont été manipulés peu avant la fête, et que quelqu'un dans cette pièce avait à la fois un mobile et un accès. » Madame Witherby croisa les bras. « Si vous parlez encore de moi, je vous rappelle que les gants ne sont pratiquement pas sous clé. N'importe qui aurait pu entrer dans ce magasin. »« Sauf, » intervint Miss Marple, « le commerçant a confirmé que les gants n'avaient pas été achetés. »« Par Monsieur Sprout. Il a exprimé son intérêt, oui, mais Madame Armitage les a achetés le lendemain matin. Mais les coutures, cela a été modifié à la main. Et la modification a été pas faite par le fabricant. Crail a sorti les gants dans un sac scellé. L'équipe médico-légale a trouvé de légères traces de poudre incrustées dans les coutures, ne provenant pas d'un laboratoire, mais mélangées à de la cire d'abeille. Le type couramment utilisé dans les cirages faits maison ou l'entretien des meubles. Tous les regards se tournèrent vers Madame Witherby. « Je polis mes tables avec de la cire d'abeille », a-t-elle admis avec raideur. « Et la moitié du village l'achète chez Gladwell. Cela ne prouve rien. »« Non, » dit Miss Marple, « mais cela restreint. Le champ à quelqu'un qui non seulement préparerait un poison, mais le délivrerait avec soin et subtilité. Quelqu'un qui craignait d'être exposé non pas au meurtre, mais à un scandale social. » Monsieur Sprout se leva. « Je crois que vous vous trompez. »« Est-ce que tu ?» demanda Miss Marple en tournant son regard vers lui. « Alors, laissez-moi vous demander quelque chose de simple. Lorsque vous avez rendu visite à Madame Armitage la semaine précédant la fête, de quoi vous a-t-elle menacé ?» Ses yeux se tournèrent envers Madame Witherby, juste un instant, mais ce fut suffisant. Elle savait, dit doucement Miss Marple. Elle connaissait votre lien avec Quentin Lide. Vous étiez l'un des partenaires silencieux de ce stratagème, n'est-ce pas? Elle a menacé de révéler votre implication si vous ne l'aidiez pas à blanchir son nom. La mâchoire de Sprout se serra. Elle voulait de l'argent, elle disait qu'elle n'avait plus rien. Que les gens croiraient sont sur moi. Je lui ai dit de quitter St. Mildred. Mais vous ne l'avez pas tué, a conclu Miss Marple. Non. Miss Marple se tourna vers Madame Witherby. Mais quelqu'un d'autre ne pouvait pas supporter l'idée d'un scandale. Une femme qui avait passé sa vie à bâtir une réputation parfaite. Qui considérait Madame Armitage non seulement comme une menace, mais comme un embarras. Quelqu'un qui avait autrefois connu sa famille à Londres. Quelqu'un qui avait vu sa famille à Londres. Tout.
La voix de Crail était calme, mais ferme. « Madame Weatherby, vous étiez amie autrefois, n'est-ce pas, avant qu'elle ne disparaisse de la société. Cordelia Vine connaissait la vérité sur le rôle de votre frère dans l'affaire Lead. Le silence était absolu. Le visage de Madame Weatherby se plissa et sa voix apparut comme un murmure. Elle a dit qu'elle nous traînerait tous dans la boue, écrire aux journaux. Elle pensait que je la laisserais faire, après tout ce que nous avions survécu. » Crail s'avança. « Alors tu as empoisonné ses gants. Je lui ai fait une dernière gentillesse, dit-elle, les yeux brillants d'un défi soudain et douloureux. Elle est morte admirée, digne, mieux que ce qu'elle méritait. » Miss Marple se leva, récupérant tranquillement son sac à tricoter. « C'est toujours une tragédie quand la dignité devient plus mortelle que la culpabilité, » dit-elle doucement. « Mais le poison laisse sa propre empreinte digitale, Madame Weatherby. Vous avez simplement oublié que les jardiniers connaissent leurs propres plantes. » Le samedi s'est levé gris et apathique, et pourtant, malgré tout ce temps maussade, il y avait un sentiment de soulagement dans le village de St. Mildred's. Constance Weatherby étant désormais arrêtée et escortée à Market Cudlow pour un interrogatoire formel, la tension sifflante qui planait dans les haies et résonnait dans les chuchotements des devantures des magasins avait commencé, très légèrement, à se dissiper. Les journaux ne tarderaient sans doute pas à s'en emparer. Meurtre parmi les bégonias, les gants mortels de la veuve. Mais pour l'instant, les habitants ont enveloppé leur malaise dans un silence poli, faisant semblant d'oublier le drame récent, alors même qu'ils en savouraient les détails derrière les rideaux tirés du salon. Miss Marple, pour sa part, ne partageait pas le sentiment prématuré de fermeture du village. La netteté de l'affaire, l'accès de Madame Weatherby aux gants et à la digitale, ses anciens démêlés avec Cordelia Vine, les motivations sociales, tout convient. Assez bien, mais pas tout à fait parfaitement. Comme une tapisserie légèrement de travers, le motif semblait se résoudre à distance, mais après une inspection minutieuse, quelque chose était mal aligné. Elle était assise ce matin-là à son bureau, revoyant ses notes une fois de plus. Les dates, les déclarations, les détails apparemment insignifiants qu'elle avait écrits de sa main fine et bouclée. Et voilà encore cette ride qui ne voulait pas s'effacer. Les gants. Pourquoi Madame Armitage les avait-elle portés à prêter? Pas pendant le jeu, pas en entrant dans le jardin d'hiver. Elle les avait enlevés plus tôt. Miss Hartnell l'avait dit et pourtant elle les portait lorsqu'elle fut retrouvée morte. Cela signifiait que quelqu'un avait mis les lui mettre ou la convaincre de les remettre. La théorie présumée était que Madame Weatherby l'avait incité à le faire, mais cela n'avait pas été constaté directement, seulement supposé. Et puis il y a eu l'affaire du sachet de digital, une trouvaille pratique, presque aussi pratique, laissée dans son propre hangar où même l'agent Barnes pourrait le découvrir. Madame Weatherby était minutieuse et méticuleuse. Aurait-elle vraiment pu laisser derrière elle les preuves à charge? Quelque chose n'allait pas. On frappa à la porte peu avant 11 heures. C'était Miss Chilton, rouge et essoufflée, une enveloppe froissée serrée dans sa main. « Miss Marple » halta-t-elle. « Puis-je entrer ?»« Bien sûr, ma chère. Asseyez-vous. »« C'est arrivé ce matin. Au début, je n'étais pas sûr de ce que cela signifiait, mais ensuite je me suis souvenu de ce que tu as dit à propos de la peur, des empreintes digitales, et... » Elle s'interrompit en tendant l'enveloppe. Miss Marple l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait une feuille de papier à lettres crème, non signée, et tapée à la machine avec des traits légèrement irréguliers. Edsable RS. La vérité ne se trouve pas dans les fleurs ou les gants. Elle est dans ce qui a été enlevé, pas donné. Regardez encore ce que Cordelia a laissé derrière elle. Miss Marple l'a lu 2 fois avant de parler. « Comme c'est curieux, » murmura-t-elle. « Livré par la poste ?» Miss Chilton secoua la tête. « Non, je me suis glissé sous la porte, quelque temps après mon départ pour ma promenade matinale. » Miss Marple plia lentement le billet. « Quelqu'un vous prévient, ou moi, et ce n'est pas par méchanceté, c'est un indice, pas une menace. » Miss Chilton hocha nerveusement la tête.
Pensez-vous que Madame Witherby l'a vraiment fait? Je pense, dit Miss Marple en se levant, que nous avons accepté la solution trop rapidement. Revenons une fois de plus au cottage de Cordelia. Je crois que le passé n'a pas livré tous ses secrets. Ivy Ridge Cottage était silencieux et solennel, ses fenêtres encore tachées par la pluie de la semaine. À l'intérieur, Miss Marple et Miss Chilton se déplaçaient pièce par pièce. Dans le salon, rien n'avait été perturbé depuis la dernière perquisition policière. La photo de Cordelia et Quentin Lead se trouvait toujours sous le dôme de verre, la trace de rouge à lèvres les narguant. Les yeux de Miss Marple s'attardèrent sur le bureau. Elle rouvrit chaque tiroir, non pas pour les lettres ou les documents. Officiels, mais pourquoi? N'était pas là un buvard, un stylo, une bouteille d'encre. Ils étaient tous partis. Elle a tapé ses lettres, dit doucement Miss Chilton. Elle disait que l'écriture manuscrite pouvait vous trahir, mais elle signait toujours à l'encre, avec un stylo plume. Miss Marple hocha la tête. Et pourtant, il ne reste ni stylo, ni flacon d'encre, ni papier buvard. C'est étrange de les enlever, n'est-ce pas? Elle se tourna vers la cheminée et se baissa, écartant les cendres d'une main gantée. Un bout de papier à moitié brûlé traînait encore dans la cheminée. Elle l'a extrait avec précaution. Seul un coin restait lisible. Pas en sécurité avec Constance. Si quelque chose arrive, regarde celui qui sourit trop. Le front de Miss Marple se plissa. Pas en sécurité avec Constance. La formulation était curieuse, comme si Madame Armitage savait que quelque chose pourrait arriver, mais ne s'y attendait pas. Constance être celui qui est derrière tout ça, et puis, la dernière ligne. Regardez celui qui sourit trop. Un léger déclic de compréhension commença dans l'esprit de Miss Marple. Pas Constance, quelqu'un d'autre. Cet après-midi-là, elle rendit une dernière visite à Lawrence Sprout. L'avocat la reçut avec un sourire crispé et la courtoisie feinte habituelle. « Mademoiselle Marple, venez enquêter un peu plus sur l'affaire, n'est-ce pas? Je suppose que vous avez entendu dire qu'il interrogeait à nouveau la pauvre Constance. »« Oui, dit Miss Marple, mais je pensais entendre votre opinion. Vous connaissiez Cordelia depuis un certain temps. Croyez-vous qu'elle craignait Madame Witherby? » Sprout hésita. Cordelia ne craignait pas grand monde, mais elle en colère Constance, c'était clair. Elle pensait que Constance l'avait abandonnée, après l'affaire Lead. La survie sociale, voyez-vous. On sauve la face et on coupe les ponts. Elle a laissé un mot, vous savez, dit Miss Marple en le regardant, partiellement brûlé. Cela suggère qu'elle soupçonnait quelqu'un d'autre, quelqu'un qui sourit trop. L'expression de Sprout vacilla juste brièvement. Une curieuse tournure de phrase, dit-il catégoriquement. Elle a également fait référence à quelqu'un qui lui avait retiré son stylo et son buvard, a poursuivi Miss Marple. C'est étrange, tu ne trouves pas, que quelqu'un lui enlève ses instruments d'écriture tout en laissant tous ses fichiers et photographies intacts. Sprout n'a pas répondu. Miss Marple se leva. Vous voyez, monsieur Sprout, je crois que Madame Witherby a été manipulée. Son aversion pour Cordelia était utile à quelqu'un. Quelqu'un qui avait besoin d'un bouc émissaire, quelqu'un qui pourrait planter des digitales dans un abri de jardin, qui pourrait suggérer à Cordelia de porter à nouveau ses gants, peut-être même de les lui donner gentiment. Et quelqu'un qui souriait toujours, même face à la mort. Elle s'approcha. Vous étiez au jardin d'hiver tout l'après-midi. Vous vous êtes rendu utile, visible, présent. Mais vous étiez aussi le seul à insister pour que personne ne touche le corps. Vous l'avez atteinte en premier. Et pourtant, vous n'avez rien fait pour enlever les gants. Sa voix, quand elle arriva, était froide. J'ai vu ce qui devait arriver. Elle avait ruiné trop de vies, la famille de Constance, ma carrière. L'insouciance de Quentin Lead nous a tous entraînés dans la ruine. Et elle s'en est éloignée. Elle a changé de nom. Elle s'est réinventée. Elle a demandé pardon comme si elle lui était due. Vous avez empoisonné les gants, dit doucement Miss Marple. J'ai acheté du cirage à la cire d'abeille. J'ai appliqué la teinture. Je les ai laissés pour qu'elle les achète. Et quand elle les a laissés sur la table pendant le thé, vous avez veillé à ce qu'elle les remette.
Le visage de Sprout avait perdu toute chaleur. Elle voulait dire la vérité. Elle l'aurait fait, mais la vérité détruit Miss Marple. Certaines vérités devraient être enterrées avec le passé. Un silence tomba entre eux. Puis Miss Marple a dit « Vous avez oublié une chose. » Il pencha la tête. Elle pardonnait toi. Il y a une lettre dans ses affaires, adressée à l'avocat, de son ancien partenaire à Lisbonne. Il indique clairement que vous avez agi par peur et non par méchanceté, qu'elle pensait que vous étiez manipulé comme elle. L'espace d'un instant, quelque chose traversa son expression. La surprise, puis la honte. « Elle allait vous protéger », a déclaré Miss Marple, « mais tu l'as tuée quand même. » Sprout s'assit lourdement. « Je ne pouvais pas prendre ce risque, » dit-il enfin. « Elle avait la lettre avec elle ? » « Non, » mentit doucement Miss Marple. « Mais la vérité a une façon de survivre, même lorsque nous essayons de la tuer. » Elle se tourna pour partir, ne s'arrêtant qu'une seule fois pour dire « Vous constaterez que le sourire s'estompe, monsieur Sprout. C'est toujours le cas lorsque le masque se fissure. » La soirée apportait avec elle une légère bruine et une odeur à de terre humide, un parfum familier dans les ruelles de Saint Mildred. La pluie embrassait les toits de chaume et transformait les murs recouverts de lierre en velours scintillant. La plupart des fenêtres étaient désormais éclairées par une douce lumière de lampe, et même les rideaux d'Ivy Ridge Cottage avaient été tirés à nouveau par les agents postés à l'intérieur. Officiellement, l'affaire était toujours ouverte, même si l'arrestation de Madame Constance Weatherby avait satisfait l'appétit de résolution du village. Officieusement, cependant, la véritable histoire n'a pas encore clos son dernier chapitre. Dans le salon de Church Lane, Miss Marple remuait son thé, l'esprit distrait, la porcelaine tintant doucement contre la cuillère en argent. Dehors, le jardin tremblait de gouttes de pluie. Son tricot restait intact dans son panier, et à la place, son regard était fixé sur une seule enveloppe posée sur la cheminée, non ouverte, son seau toujours intact. Il avait été retrouvé, caché dans le faux tiroir du secrétaire de Madame Armitage l'après-midi même. La vraie voix de Cordelia, probablement sa dernière. Miss Marple avait choisi de ne pas l'ouvrir, pas encore. Elle devait d'abord passer un test. Car même si la lettre pouvait confirmer ce qu'elle croyait maintenant, ce n'était pas une confirmation qu'elle cherchait. C'étaient des aveux. Et elle avait découvert qu'il était toujours préférable d'obtenir la confession par l'observation plutôt que par la force. Elle a sonné pour demander du thé et l'agent Barnes, dévoué, jeune et pas tout à fait habitué au rôle de conspirateur, est arrivé avec un plateau. « Alors, est-ce vraiment vrai, Miss Marple ?» demanda-t-il en posant le pot. « À propos de Monsieur Sprout ? Je le crois, oui. » Et la pauvre Madame Weatherby, en train d'être piégée ? Elle nourrissait du ressentiment, certes, répondit Miss Marple, mais elle n'était pas l'architecte du meurtre. Elle était victime de sa propre vanité, pas de son propre crime. Barnes fronça les sourcils, fronçant les sourcils sous sa casquette. « Alors pourquoi ne pas arrêter Monsieur Sprout maintenant ?» Miss Marple sourit faiblement. « Parce que nous n'avons pas vu, il glisse encore, et à moins qu'il ne trébuche, il peut encore s'en sortir. Il ne suffit pas de savoir que quelqu'un est coupable, voyez-vous. Vous devez leur donner la possibilité de révéler il. » Elle attrapa le téléphone et composa Allerton House. Constance Weatherby, récemment libérée à titre provisoire, a répondu d'une voix coupée. « Je me demande, dit agréablement Miss Marple, si vous voudriez me rejoindre pour le thé ce soir ? Rien de formel, juste une petite réunion. J'ai également invité Monsieur Sprout et Miss Chilton. » Il y eut une longue pause. Puis, bien sûr, je viendrai. À 7 heures précises, le salon de Church Lane était illuminé par la lueur du feu. Miss Marple avait planté le décor avec le soin délicat d'une hôtesse chevronnée. Une génoise, des scones, des tranches de citron pour le thé et un bol de violettes sucrées. Elle pensait que le réconfort déliait souvent la langue plus efficacement que l'interrogatoire. Lawrence Sprout est arrivé le premier, impeccablement habillé et d'une politesse sans faille. Il baisa la main de Miss Marple
et demanda, avec une courtoisie sèche, si le village la considérait désormais comme une sorte de coroner officieux. « Oh non, dit-elle gentiment. Je suis simplement un étudiant des causes et des conséquences. » Miss Chilton le suivit, visiblement nerveuse mais curieuse. Et finalement, Constance Weatherby est arrivée, vêtue avec une élégance discrète, son allure fragile mais ses yeux perçants. « Je suis venue, dit-elle doucement, parce que je voulais savoir pourquoi. Si l'on doit parler de moi à voix basse toute ma vie, j'aimerais au moins savoir de quoi on me reproche. » Miss Marple désigna les chaises. « S'il vous plaît, asseyez-vous, vous tous. » Ils l'ont fait comme des pièces d'échecs qui se mettent en place avant le premier coup. Le thé fut servi, le gâteau fut servi, et pendant quelques minutes, l'air ne bourdonna que du tintement de la porcelaine et du murmure d'une conversation polie. Alors Miss Marple, aussi délicate qu'une couturière enfilant une aiguille, commença. « J'ai réfléchi à la manière dont les gens protègent leur réputation, aux choses qu'ils choisissent de cacher ou d'effacer. C'est une chose curieuse, n'est-ce pas? Imaginez que le passé puisse être enterré sans conséquence. » Elle regarda vers Sprout. « Vous m'avez dit un jour que la connaissance constructive implique la culpabilité. Mais la culpabilité a aussi une tendance particulière à se manifester. Dans la posture, dans le silence, dans un charme surcompensé. L'expression de Sprout resta figée, mais sa main trembla légèrement, alors qu'il levait sa tasse de thé, continua Miss Marple. Madame Armitage, Cordelia, n'était pas une sainte, mais elle essayait de réparer quelque chose, et cette tentative la rendait dangereuse. Non pas parce qu'elle détenait le pouvoir, mais parce qu'elle était prête à laisser le passé respirer à nouveau. Cela menaçait quelqu'un de bien plus soucieux des apparences que de la moralité. Constance Weatherby baissa les yeux. « Elle a dit qu'elle allait se faire pardonner, » murmura la femme plus âgée. « Elle m'a écrit une fois de Lisbonne. Elle m'a dit qu'elle reviendrait à la maison en tant que fantôme ou témoin. Je ne l'ai pas compris à l'époque. Je le comprends maintenant. » Miss Chilton, enhardie, parla doucement. « Alors, elle n'était pas là pour détruire qui que ce soit ?» Miss Marple secoua la tête. « Non. Elle était là pour avertir quelqu'un, peut-être même pour les protéger. » Elle se leva alors et se dirigea vers la cheminée. L'enveloppe non ouverte était toujours là. Elle l'a retenue. Ce document était destiné à être lu par une seule personne, mais la police a déjà copié son contenu. Elle le posa et se tourna vers ses invités. Il nomme son assassin. Un battement passa, et à ce moment-là, le masque de Lawrence Sprout s'est brisé, non pas en parole, mais en action. Il tendit la main par réflexe vers l'enveloppe. Ses doigts l'effleurèrent à peine avant que la voix de Miss Marple ne rompe le silence. « Merci, Monsieur Sprout. Il s'est figé. C'est une chose étrange, a-t-elle poursuivi. Mais les hommes innocents ne cherchent pas des lettres qu'ils n'ont jamais vues, pas à moins de savoir ce qu'elles contiennent. » Sprout se redressa, le visage pâle. « Vous n'avez aucune preuve. » Miss Marple sourit. « Non. Alors pourquoi ne pas rester? Les agents à l'extérieur seront heureux d'entendre votre version. Peut-être croiront-ils que les preuves déposées dans le hangar de Madame Weatherby sont simplement arrivées d'elles-mêmes, ou que Cordelia a écrit cette lettre à quelqu'un d'autre, ou que les gants cousus avec de l'extrait de digital étaient une coïncidence. » Il se leva alors, les poings serrés. « Elle voulait ruiner moi, siffla-t-il, pour écrire sur moi. Elle a dit qu'elle envoyait tout aux autorités de Lisbonne et de Londres. Compte rendu complet, nom, date, transaction. Vous aviez peur, dit doucement Miss Marple. Alors tu l'as tuée. Je protégeais moi-même, et Constance, et ce village. Elle nous aurait tous entraînés dans sa chute. » La voix de Miss Marple était aussi douce que le tic-tac de la pendule de la cheminée. « Et pourtant, Monsieur Sprout, je pense que vous avez fait plus de dégâts en essayant de faire taire le passé qu'elle n'aurait jamais pu le faire en le parlant. » Il y eut un bruissement à la porte. L'agent Barnes, comme toujours, l'avait chronométré, avec précision. Monsieur Sprout ne fit aucun geste pour résister lorsqu'on le fit sortir, bien qu'il jetât un dernier regard vers Madame Weatherby, dont le visage était illisible. Lorsque la porte se referma derrière eux,
Le silence s'installa lourdement. Miss Marple ramassa enfin la lettre, la tenant tendrement. « Elle a écrit cela, » a-t-elle dit, comme un dernier acte de bonté. Pas une vengeance. Elle regarda Constance, qui restait immobile comme une pierre. Cela dit que vous ne deviez pas être blâmé, que vous avez été induit en erreur, qu'elle vous a pardonné. Les sept larmes jaillirent involontairement. « Mais je ne le méritais pas, » murmura Constance. « Non, dit Miss Marple, mais c'est ce qui en fait un cadeau. » Le dimanche matin à St. Mildred était revenu à son silence habituel. La pluie de la veille était passée, et le ciel brillait désormais d'une lumière pâle et aqueuse qui donnait au pavé un doux éclat argenté. Le village, toujours résilient dans ses routines, avançait. Les cloches des églises sonnaient vivement dans l'air. La fenêtre de la boulangerie était embuée de vapeur et de scones frais, et même la veuve en deuil de Thistle Cottage était, vue en train de couper ses roses, avec un air de détermination fragile. Mais derrière cette normalité réconfortante, une nouvelle prise de conscience avait pris racine. La rumeur s'était répandue, discrètement d'abord, puis avec plus d'assurance, que l'arrestation de Constance Weatherby avait été prématurée, que ce n'était pas l'hôtesse aigrie du tournoi de whist qui avait commis le crime, mais l'avocat très apprécié et aux yeux perçants, Lawrence Sprout. Il avait été arrêté la veille au soir, après un thé privé au domicile de Miss Marple. Certains ont dit qu'elle l'avait confronté à des preuves. D'autres ont affirmé qu'elle l'avait trompé pour qu'il avoue. Seules quelques personnes, dont l'agent Barnes, connaissèrent la vérité. Et aucun d'eux ne parlait. Miss Marple elle-même est restée typiquement discrète. Elle allait à l'église comme d'habitude, portant son chapeau gris tourterelle au ruban pâle et offrant un doux sourire à ceux qui la saluaient. Mais même ses doux hochements de tête et ses yeux doux ne pouvaient cacher la subtile fatigue qui pesait sur ses mouvements, car si le village avait évolué, Miss Marple n'avait pas évolué. La vérité, elle le savait, était rarement nette. Les pièces s'emboîtent, certes, et le puzzle a été résolu. Mais derrière chaque mystère résolu se cachent des fractures qui ne se sont jamais complètement cicatrisées. Cet après-midi-là, elle s'assit une fois de plus dans son salon, l'enveloppe de Cordelia Vine enfin ouverte. La lettre avait bien sûr été remise à l'inspecteur Crail, qui en avait lu le contenu avec une sombre satisfaction et l'avait déposée comme preuve. Mais Miss Marple en avait gardé une copie pour, elle non pour des raisons juridiques, mais par souci de compréhension, on y lisait. À qui cela peut concerner? Si vous lisez ceci, je suis probablement mort. J'espère qu'il ne sera pas assassiné, mais on ne sait jamais quand on commence à éplucher les couches de vieilles blessures. Je m'appelle Cordelia Vine. J'ai déjà été mariée à Arthur Armitage. Autrefois, je faisais confiance à des hommes avec des chaussures cirées et des voix intelligentes. J'ai appris depuis. Il y a des choses que je regrette, des silences principalement. Il y a des gens en qui j'avais confiance et qui m'ont trahi. Mais il y en a d'autres à qui j'ai fait du tort sciemment ou non, et je leur propose ceci. Je ne suis pas venu à St. Mildred pour détruire ce qui reste. Je suis venu rendre quelque chose. Une vérité qu'il ne m'appartenait pas de garder. S'il m'arrive quelque chose, regarde celui qui sourit quand on parle de justice, mais pas de bonté. C'est là que réside le danger. Pardonnez à ceux qui comprennent mal, mais n'excusez pas ceux qui manipulent. Miss Marple ferma la lettre et la plia soigneusement, ses doigts s'attardant sur la dernière phrase. C'était l'avertissement le plus clair de Cordelia. Et pourtant les villageois étaient prêts à croire le pire de Constance Weatherby parce que cela correspondait au récit qu'ils avaient déjà construit. La fière hôtesse, l'amie jalouse, la femme dont le passé était criblé de ragots chuchotés. Cela avait presque fonctionné. Presque. Plus tard dans la journée, l'inspecteur Crail s'est rendu à Church Lane. Son manteau mouillé par la dernière bruine de la journée et son expression inhabituellement pensive. « Je voulais vous remercier, Miss Marple, » dit-il alors qu'elle versait le thé. « Vous avez vu la faute dans le cadrage bien avant moi.
Sans votre persévérance, nous aurions pu clôturer l'affaire prématurément. Miss Marple lui fit un doux sourire. J'ai toujours cru, inspecteur, que le meurtre était comme la broderie. Le motif peut paraître complet de loin, mais de près, on trouve souvent un fil qui va à contre-courant. Crail rit doucement. Et Sprout a laissé plus d'un fil, n'est-ce pas? Le buvard manquant, le cirage à la cire d'abeille, les coutures, et son empressement à rediriger les soupçons, a ajouté Miss Marple. Son insistance sur le fait que Madame Witherby était capable d'une telle cruauté, ce qui, pour être honnête, elle l'était, mais pas dans le droit de chemin. Le front de Crail se plissa. « Vous pensez qu'elle l'aurait fait si le motif avait été plus fort ? Je pense, dit Miss Marple en posant sa tasse, que Constance Witherby était prête à ruiner socialement Cordelia Vine. Pour l'humilier, peut-être, mais pas pour la tuer. Ses armes étaient des invitations et des omissions, pas des poisons. » Crail hocha la tête, puis se pencha en arrière. Sprout a fait des aveux partiels. Il a déclaré qu'il protégeait l'héritage des personnes impliquées dans l'affaire Lead. Il estime avoir agi de manière rationnelle. Les yeux de Miss Marple s'assombrirent brièvement. « Ils le font tous, inspecteur. Jusqu'à ce qu'ils ne le fassent pas. » Un silence passa entre eux, non pas lourd mais réfléchi. « J'ai encore une question, dit Crail après un moment. Vous lui avez permis de prendre la lettre. Vous recherchez à lui d'essayer. Pourquoi? » Miss Marple pencha la tête, parce que les gens se révèlent rarement pleinement à moins qu'ils croient que la partie est encore gagnable. Il pensait qu'il restait encore un coup à jouer. Il s'est révélé en essayant de le faire. Crail sourit lentement. « Rappelez-moi de ne jamais jouer aux échecs avec vous, Miss Marple. » Elle sourit en retour. « Oh, je ne joue pas. J'observe. Seulement les joueurs. » Dehors, la lumière du soir s'estompait en un crépuscule violet. Le village à nouveau enveloppé dans son silence crépusculaire. Ivy Ridge Cottage avait été laissé aux agents immobiliers, ses fenêtres fermées, ses roses commençant à laisser tomber leurs pétales dans le froid. Constance Witherby s'était retirée de la société, du moins pour le moment, invoquant une tension désagréable et une nécessité médicale. Elle n'était pas allée à l'église. Pendant ce temps, Miss Chilton avait recommencé à écrire, cette fois de la fiction, bien qu'inspirée d'événements suffisamment réels pour laisser leurs empreintes sur les pages. Miss Marple avait reçu discrètement les premiers chapitres, noués dans un ruban avec une note, à celui qui connaissait la fin avant qu'elle ne commence. Et Miss Marple elle-même. Elle reprit son tricot. L'écharpe grise, presque terminée, était devenue lourde sur ses genoux. Elle l'enverrait au petit-fils de sa nièce dans le Surrey, une autre génération grandissant dans un monde où la vérité était rarement simple et la justice jamais facile. En coupant le dernier fil, elle se murmura « Nous imaginons que la culpabilité s'annonce d'elle-même, mais le plus souvent elle se cache à la vue de tous derrière des sourires, derrière le charme, derrière des paroles pleines de raison. Nous devons donc faire attention, pas aux plus bruyants, mais aux plus discrets, aux plus prudents. Ah, ceux qui considèrent que le jeu leur appartient. » Elle leva les yeux vers la lueur du feu qui vacillait dans l'âtre. « Et si vous avez de la chance, n'a-t-elle ajouté, vous aurez peut-être un village à protéger et juste assez de sagesse pour voir ce que les autres ne font pas. » La dernière semaine d'octobre s'est glissée dans Sainte Mildred aussi silencieusement qu'un chat, et le village a évolué avec elle. Les feuilles devenaient dorées et cassantes et tombaient en spirale chuchotante à travers les ruelles. Les cheminées dégageaient de légères volutes de fumée de bois, et les vitrines des magasins commençaient à montrer des signes du début de l'hiver. La boulangerie avec des biscuits aux flocons de neige sucrés, le marchand de draps avec des mitaines de laine pliées en étalage soigné. La vie, comme c'est souvent le cas dans les petits endroits, a repris. Mais même si la routine s'installait et que les ragots revenaient à des sujets plus familiers, des hérissons dans le jardin du presbytère, le chat de Madame Hartnell escaladant à nouveau le clocher, il y avait une subtile différence dans le rythme du village.
comme si quelque chose s'était détaché et se réinstallait lentement. À Ivy Ridge Cottage, l'agent immobilier avait commencé à faire visiter la propriété à des couples calmes et prudents des comtés environnants. Les meubles avaient été enlevés, le jardin avait retrouvé un semblant d'ordre, et seul le léger parfum de lavande dans la chambre faisait allusion à son ancien occupant. Cordelia Vine, ou Madame Armitage, comme on l'appelait à St. Mildred, n'avait laissé aucun héritier. Ses quelques biens restants ont été catalogués, scellés et envoyés pour homologation. Le nom de Cordelia Vine ne serait plus murmuré aux tables de thé ou sur les bancs de Saint-Anselme. Mais Miss Marple s'en souvenait. Elle se souvenait de la légère amertume du regret dans la voix de la femme, de la peur derrière ses yeux calmes et du courage qu'il lui fallait pour retourner dans un village où elle avait autrefois appelé son chez-soi, sachant ce qui pourrait la suivre. Il ne s'agissait pas d'héroïsme public, mais d'une restitution discrète. Le genre de choses que Miss Marple avait déjà vu, le genre que personne ne récompense jamais. Par un jeudi matin frais, Miss Marple a fait sa promenade habituelle devant l'église, dans la rue principale et le long du sentier équestre qui menait vers les prairies de Hilltop End. Son rythme était mesuré, sa canne tapait légèrement à chaque pas, mais son esprit s'égarait plus profondément que d'habitude. Elle se surprit à réfléchir sur Lawrence Sprout, non pas sur le crime, ni sur les aveux, mais sur l'homme lui-même. Il n'avait pas prononcé un mot depuis son arrestation. Pas de défense passionnée, pas d'aveu larmoyant. Seulement la vérité en fragments offerte à contre-cœur sous un interrogatoire minutieux. Sa culpabilité ne s'était pas accompagnée d'un drame ou d'une résistance. Cela s'était simplement déroulé, comme une page tournée trop tard. Il y avait quelque chose de triste là-dedans. Miss Marple croyait en la justice, certes, mais elle comprenait aussi la fragilité. Elle avait vu la culpabilité éroder des hommes forts, le chagrin pourrir les mariages de l'intérieur. Chez Sprout, elle avait vu quelque chose de plus dangereux, la justification de la cruauté déguisée en dignité. C'était, pensait-elle, le poison le plus dangereux de tous. Plus tard dans la journée, elle a reçu la visite de l'inspecteur Crail qui est arrivé avec une petite enveloppe et un air inhabituellement penaud. « Je t'ai apporté ça. » Ça dit-il en lui plaçant l'enveloppe entre les mains. « Le commissaire principal m'a demandé de le transmettre. C'est une note de remerciement et, officieusement, d'excuses pour avoir douté de vous au début. » Miss Marple sourit poliment. « Oh, inspecteur, le doute est le début de la sagesse. Je ne m'en offusque pas. » Crail rit. « Eh bien, le chef a aussi dit que si jamais vous vous lassez de jardiner et de tricoter, nous vous ferions une place dans le département. » Miss Marple avait l'air amusée. « Oh, mais alors qui s'occuperait des roses ?» Ils s'assit pour prendre le thé et ils parlèrent de sujets plus mineurs. La météo, les réparations de l'église, l'état malheureux du tableau d'affichage de la Guilde des femmes. Mais alors qu'il s'apprêtait à partir, Crail hésita. « Il y a quelque chose que je n'ai pas bien compris, » a-t-il déclaré. « Cette lettre que Cordelia a laissée, elle a dit « Pardonnez à ceux qui comprennent mal, mais n'excusez pas ceux qui manipulent. » Pourquoi pensez-vous qu'elle a fait cette distinction? L'expression de Miss Marple devint pensive. Parce que l'incompréhension est humaine. Nous portons tous nos propres fardeaux, nos propres angles morts. Nous jugeons mal, nous supposons, nous oublions de poser la deuxième question. Elle sirota son thé. Mais la manipulation est délibérée. C'est l'acte conscient de transformer la faiblesse de quelqu'un d'autre à son propre avantage. C'est ce dont Cordelia a souffert, pas seulement une fois, mais plusieurs fois. Et en fin de compte, c'est ce qu'elle a essayé d'empêcher de se reproduire. Crail hocha lentement la tête. Miss Marple a ajouté, presque pour elle-même, « Elle a laissé cette distinction derrière elle comme un avertissement. Pas pour nous peut-être, mais pour quelqu'un dont elle espérait qu'il écouterait encore. » Dimanche, Miss Chilton est arrivée avec un panier de muffins et un sourire timide. Elle avait une petite enveloppe à la main et une étincelle dans les yeux. « Je l'ai fait, dit-elle en remettant l'enveloppe.
La première nouvelle, tout est terminé. Je l'ai envoyé à le compagnon de la femme. Je l'ai appelé le parfum de la digitale. Pensez-vous que c'est trop évident, Miss Marple? Ris doucement. Pas du tout. Parfois un peu d'évidence aide le lecteur à savoir où chercher. J'ai changé la fin, a déclaré Miss Chilton. Dans la première version, la femme meurt oubliée, mais dans la nouvelle, elle laisse un mot derrière elle. Non pas pour condamner, mais pour pardonner. C'était mieux. Miss Marple tendit la main et serra chaleureusement la main de la jeune femme. C'est ainsi que les histoires devraient en se terminer, ma chère, avec un peu de pitié, non pas parce que c'est mérité, mais parce que cela nous permet de continuer. Les yeux de Miss Chilton brillèrent. Penses-tu que Cordelia aurait aimé ça? Je pense, a déclaré Miss Marple, elle aurait été très touchée. Et c'est ainsi que le village a avancé. Madame Witherby reprit tranquillement sa routine, quoique avec une attitude plus humble et moins d'invités à ses déjeuners. Elle ne parla plus jamais des événements, et les autres dames de la paroisse, par un accord tacite, la laissèrent tranquille. L'agent Barnes a reçu des éloges pour sa diligence, même s'il est resté plus troublé que fier. C'était vraiment. Miss Marple, a-t-il déclaré à tous ceux qui le félicitaient, je me suis juste assuré que la bouilloire restait pleine. L'inspecteur Crail est passé à une autre affaire dans un autre village, celle-ci impliquant un boucher, une horloge cassée et un chèque contrefait. Mais il écrivait à Miss Marple à l'occasion, chaque lettre signée « Je surveille ». Toujours le fil qui va à contre-courant. Et mademoiselle Marple, elle retourna à ses roses, à son tricot, à ses promenades tranquilles dans les ruelles de Saint Mildred. Mais elle l'a fait en sachant que même dans les endroits les plus paisibles, les jeux auxquels les gens jouent peuvent véhiculer des ombres. Que sous les rires, les thés cordiaux et les expositions florales annuelles, la nature humaine reste pleine de dissimulation et de contradictions. Et parfois, le plus grand acte de justice n'est pas d'arrêter un tueur, mais de comprendre pourquoi il en est devenu un. Ce soir-là, tandis qu'elle joignait les mains sur ses genoux et écoutait le doux tic-tac de l'horloge sur la cheminée, elle pensait, non pas avec amertume, mais avec une douce clarté, que certaines vérités ne s'effacent pas avec le temps. Elles fleurissent dans le jardin d'hiver, tranquillement, de manière inattendue, rappelant à ceux qui remarquent que même les fleurs les plus fragiles peuvent porter des graines mortelles. Et pourtant, c'est sur ce même sol que peut naître le pardon. Les premières gelées de novembre se sont glissées pendant la nuit, déposant une délicate croûte blanche sur les toits de chaume et scintillant, au bord des haies comme du sucre sur une galette de thé. Le matin, l'air à Saint Mildred était raréfié et vif, et les champs scintillaient sous un ciel pâle qui promettait un hiver tranquille. Miss Marple se leva tôt, comme c'était son habitude, et resta un moment à sa fenêtre avant de tirer les rideaux. Church Lane resta silencieux. Le lierre sur le mur du jardin avait commencé à bronzer et à s'enrouler, et un merle picorait vivement le bord du bain d'oiseaux en pierre. Le monde, du moins extérieurement, semblait retrouver la paix, mais le calme du paysage n'a fait qu'approfondir l'écho des événements récents. Miss Marple savait que silence n'était pas toujours synonyme de sérénité. Parfois, c'était le souffle retenu, avant qu'une nouvelle vérité ne s'installe. Elle descendit les escaliers et posa la bouilloire sur la cuisinière, se réconfortant dans les sons doux et familiers de son rituel matinal. Le bruissement des feuilles de thé, l'ébullition lente et régulière, le cliquetis de la porcelaine sur le bois poli. Sa nappe en dentelle avait été fraîchement lavée, et une modeste gerbe de lavande séchée reposait dans un petit vase au centre de la table. Elle avait toujours pensé que la manière dont on commençait la journée comptait, tout comme la façon dont on terminait une histoire révélait souvent plus que le milieu. Alors qu'elle était assise avec son thé, le courrier du matin arriva. Une seule enveloppe, portant une adresse de retour à Lisbonne et un nom qu'elle attendait. À moitié, Anaïs Durand. Miss Marple sourit faiblement. Anaïs avait été la plus proche confidente de Cordelia Vine pendant ses années à l'étranger. Une Française dotée d'un sens de l'humour ironique et d'une intuition aiguisée.
Ils avaient correspondu brièvement à la suite du meurtre, lorsque Miss Marple avait posé des questions discrètes sur le séjour de Cordelia au Portugal. Elle n'avait pas demandé grand-chose, seulement s'il existait des archives, des photographies, peut-être un aperçu de la vie de Cordelia après l'affaire Lyde. Anaïs avait répondu avec chaleur, mais sans détail. Mais cette lettre était différente. Miss Marple l'ouvrit avec précaution et déplia les pages nettes, ses yeux scrutant l'écriture précise. « Chère Miss Marple, j'ai reçu la nouvelle de la mort de Cordelia par l'intermédiaire de l'ambassade le mois dernier. Même si j'étais préparé, je n'étais pas épargné. Elle a parlé de toi, tu sais. Pas souvent, mais avec affection. Elle a dit que tu étais une épée silencieuse, ce qui m'a fait sourire. Je l'ai connue dans ces moments les plus forts comme dans les plus fragiles. Ce que beaucoup n'ont jamais compris, c'est que Cordelia n'a pas fui l'Angleterre à cause de la culpabilité. Elle a fui parce qu'elle a vu ce que la culpabilité faisait aux autres, comment elle les dévorait vivants et transformait l'amour en levier. Elle s'est reconstruite, mais elle n'a jamais cessé de porter le poids de ceux qu'elle a laissés derrière elle. Elle m'a dit un jour, « Le passé ne cesse de frapper, Anaïs. J'essaie juste de ne pas répondre à la porte trop rapidement. Je joins une photographie. J'espère qu'il trouvera un foyer auprès de quelqu'un qui l'a vue telle qu'elle était vraiment. » Avec respect et considération chaleureuse, Anaïs Durand. À l'intérieur se trouvait une petite photographie. Cordelia debout sur une terrasse ensoleillée à Lisbonne, un livre à la main, détournant le regard de l'appareil photo. Il y avait une douceur dans sa posture, une trace de rire dans son visage à demi tourné, comme si on venait de l'appeler par son nom. Miss Marple l'étudia longuement, puis se leva et plaça la photo sur la cheminée entre sa petite bergère en porcelaine et l'aquarelle du jardin de sa mère. Cela ne semblait pas déplacé. Elle resta là un moment, perdue dans ses pensées silencieuses. Cordelia Vine était rentrée non pas pour chercher la rédemption, mais pour offrir la vérité. Et en fin de compte, c'était la vérité qui l'avait détruite. Non pas à cause de ce qu'elle avait fait, mais à cause de ce que d'autres craignaient qu'elle puisse révéler. Et pourtant, elle avait laissé derrière elle le pardon. Pas le genre naïf, ni le genre passif, mais celui qui permet aux autres de recommencer. Même Constance Weatherby, qui avait pendant si longtemps confondu le rang social avec une élévation morale, avait pleuré lorsque la vérité de la lettre de Cordelia avait été lue à haute voix. Miss Marple ne ressentait pas souvent de la colère, mais elle éprouvait une consternation constante à l'idée qu'il fallait toujours enterrer le passé pour préserver l'illusion de la vertu. Dans un village comme St. Mildred's, les secrets poussaient comme des ronces, doucement, avec insistance, s'accrochant à chaque poteau de clôture et rampant sous chaque chemin de pierre. La tragédie, pensait-elle, n'était pas que les gens cachèrent leurs défauts, mais qu'ils construisaient leur vie sur l'illusion de n'en avoir aucun. Le vicaire a appelé cet après-midi-là, apportant avec lui un plateau de petits pains au citron et son air d'excuse habituel. « Je pensais que tu pourrais apprécier ça, » dit-il en s'installant dans le fauteuil près du feu, « même si je soupçonne que tu en prépares de meilleurs toi-même. » Miss Marple rit. « Pas depuis que mes mains ont commencé à préférer les aiguilles à tricoter au rouleau à pâtisserie, j'en ai bien peur. » Ils restèrent assis dans un silence amical pendant un moment, sirotant du thé. Finalement, le vicaire dit doucement, « Vous avez vécu toute une épreuve, Miss Marple. J'ose dire qu'aucun de nous ne l'oubliera de sitôt. »« J'espère que nous faire oublier le bientôt, » répondit-elle, pas en détail, mais en poids. Un village ne peut pas vivre éternellement à l'ombre d'un seul crime. Il acquiesça pensivement. « Et pourtant, ça change les choses, n'est-ce pas ?»« Oui, dit-elle. C'est vrai. Mais parfois, un changement est nécessaire, même à St. Mildred's. » Le vicaire se pencha en avant, son expression inhabituellement sérieuse. « Et toi, Jeanne, est-ce que ça vous a changé ?» Miss Marple sourit. « Non, mais cela me l'a rappelé. »« De quoi ?» Elle regarda vers la fenêtre, où les branches nues du châtaignier dansaient faiblement au gré du vent. Les gens sous-estimeront toujours le danger des petites gentillesses laissées de côté.
dit-elle doucement. Et cette vérité, bien que souvent gênante, est rarement cruelle. La cruauté réside dans le silence que nous laissons tomber là où la vérité devrait se trouver. Le vicaire resta longtemps silencieux, puis il attrapa un autre petit pain au citron. « Tu devrais écrire ça. » Miss Marple sourit. « Oui, dit-elle, dans le cœur de ceux qui regardaient, et dans l'histoire qui vit désormais derrière nos rideaux et nos portes. » Ce soir-là, alors que le crépuscule tombait sur le village et que les allumeurs des lampes continuaient leur travail tranquille, Miss Marple se dirigea une fois de plus vers son jardin. L'air sentait la terre mouillée et les feuilles mortes, et le jardin avait commencé sa lente retraite vers l'hiver. Ses roses avaient perdu leurs derniers pétales, et les hortensias s'étaient transformées en squelettes de papier. Seuls, les cyclamens d'hiver restaient en fleurs fragiles, aux lèvres roses, tremblant au pied du mur. Elle s'arrêta près du parterre de fleurs et en toucha doucement un. « Je pense qu'elle aurait aimé ça, » dit-elle à voix haute, et peut-être que, quelque part au-delà du temps et de la mémoire, Cordelia Vine l'avait entendu. Le vent a changé de direction le matin du dernier gel, venant doucement du nord. Une fine brume s'accrochait aux haies et s'enroulait comme une dentelle le long des murs du jardin de St. Mildred, rendant tout légèrement irréel, comme une scène prise dans une boule à neige. C'était le genre de matinée qui semblait retenir son souffle, comme si elle attendait que quelque chose se termine ou commence. Miss Marple était assise près de la fenêtre de son salon, un châle enroulé autour de ses épaules, regardant la lumière matinale se répandre lentement sur Church Lane. Le chemin au-delà de sa porte était recouvert de givre, et au loin, elle pouvait juste voir la silhouette floue de l'agent Barnes faisant sa ronde matinale, marchant avec ce même mélange d'enthousiasme et de détermination nerveuse qu'il portait toujours. Les événements des dernières semaines ont disparu des yeux du public, voire de la mémoire privée. Plus aucune question n'était posée à voix haute sur Cordelia Vine. Les journaux étaient passés à une affaire dans le Gloucestershire impliquant un Rembrandt volé et un faussaire d'art âgé. Comme les villages ont tendance à le faire, St. Mildred a lentement intégré le scandale dans sa mémoire commune, ses contours étant arrondis par l'oubli poli et la routine ritualisée. Mais pour Miss Marple, l'histoire n'était pas tout à fait terminée. Non pas parce que justice n'avait pas été rendue, Sprout avait avoué, quoique dans un langage réservé, et les preuves, une fois correctement rassemblées, avaient tenu bon. Ni parce que Cordelia Vine n'avait pas été entendue, sa lettre en disait long et son héritage, bien que discret, avait atteint ceux qui comptaient. Non, l'histoire est restée inachevée, à cause de ce que toutes ces histoires laissent. Derrière elle, le jugement, pensait Miss Marple, n'était pas un instant unique mais un processus lent, comme l'altération d'une pierre sous une pluie constante. Ce qui comptait le plus, ce n'était pas la tempête, mais ce qui restait après. Ce matin-là, elle avait une dernière visite à faire. Allerton House se dressait à peu près comme elle l'avait toujours fait, un visage de pierre, fier, avec du lierre grimpant de manière délibérée et symétrique sur les fenêtres à meneaux. Mais quelque chose dans sa posture avait changé. Les rideaux étaient plus fins et les cuivres de la porte n'étaient pas polis. Le grand jardin d'hiver, autrefois joyau de la fierté du village, était désormais vide. Ses palmiers en pot et ses bégonias avaient été enlevés, et la pièce était creuse et résonnait, sa verrière grise de la saleté de la saison. Miss Marple fut accueillie par Nora, la femme de chambre de Madame Wetherby, qui l'accueillit avec un murmure de respect et un regard anxieux. « Elle est dans la bibliothèque, madame, » dit Nora. « Elle n'a pas reçu de visiteurs depuis des jours, mais elle a dit que si c'était toi... » Miss Marple hocha la tête. « Merci, chérie. » Elle entra dans la bibliothèque et trouva Constance Wetherby, assise près du foyer froid, les mains soigneusement croisées sur ses genoux. Elle portait un cardigan mauve pâle et même si ses cheveux restaient parfaitement épinglés, elle paraissait plus petite, comme si elle s'était repliée sur elle-même comme une plante qui se retire de l'hiver. « Jane, »
dit-elle doucement. « Entrez. » Miss Marple traversa la pièce et prit la chaise d'en face. Pendant un instant, aucun d'eux ne parla. Alors Constance soupira. « Je suppose que vous êtes venu pour offrir du réconfort, ou une correction. »« Ni l'un ni l'autre, » répondit Miss Marple. « Seulement la présence. » Constance eut un sourire fragile. « Présence, c'est quelque chose dont j'ai toujours eu trop. C'est ce que les gens disaient dans mon dos, que j'étais trop opiniâtre, trop fier, trop intelligent. Ils ont également dit que vous aviez un bon jugement, proposa Miss Marple, ce que je pensais être vrai. Ah, murmura Constance, mais j'ai mal jugé Cordelia. Je pensais que son arrivée signifiait une sorte de destruction, qu'elle était venue déchirer ce que j'avais soigneusement conservé. Je n'ai pas vu le cadeau qu'elle essayait d'offrir. Miss Marple la regarda avec douceur. Tu n'es pas le seul à l'avoir raté. Constance regarda par la haute fenêtre de la bibliothèque, où les arbres dénudés du jardin projetaient de longues ombres hivernales. J'ai passé tellement de temps à essayer d'oublier qui nous étions, a-t-elle déclaré. Au MS, je l'étais, avant l'affaire Lyde, avant que la réputation ne devienne une forteresse à protéger. Miss Marple croisa les mains sur ses genoux. Nous portons tous des versions plus jeunes de nous-mêmes, Constance. La question est de savoir si nous les reconnaissons ou les laissons pourrir. Il y eut un long silence, puis Constance dit doucement. Elle m'a pardonné, et je ne sais pas pourquoi. Miss Marple n'a pas hésité, parce qu'elle n'avait plus rien à gagner, et seulement quelque chose à donner. C'est le genre de pardon auquel nous devrions tous aspirer. Un tremblement traversa la bouche de Constance, mais elle tint bon. Est-ce qu'elle... a-t-elle souffert? Non, dit doucement Miss Marple, elle ne l'a pas fait. Ils restèrent assis dans le doux calme de la bibliothèque pendant plusieurs minutes encore, la maison autour d'eux aussi immobile qu'une respiration arrêtée. Puis Miss Marple se leva et se dirigea vers le petit bureau près du foyer. Là, sur le buvard, il y avait une nouvelle feuille de papier. Une plume se tenait dans l'encrier, prête à attendre. « Elle écrivait des lettres ici, » dit Constance derrière elle. « Quand nous étions filles, toujours dans cette main inclinée, et confiante. Elle n'a jamais hésité. » Miss Marple toucha doucement le buvard. « Alors peut-être que tu pourrais en écrire un maintenant. » Constance cligna des yeux. « À qui? À vous-même, ou à elle, ou à personne du tout. Mais parfois, le fait de dire la vérité, même sur papier, peut rendre quelque chose que nous pensions avoir perdu. » Constance ne répondit pas. Mais sa main se dirigea vers le stylo. Miss Marple sourit doucement et recula. « Je te laisse faire, chérie. » Dehors, l'air était devenu plus lumineux, le ciel s'éclaircissant en longues et délicates traînées. Miss Marple retourna vers Church Lane, faisant le long chemin qui traversait la place du village. Des enfants étaient rassemblés près du green, poussant des bâtons dans des flaques d'eau formant déjà des éclats de glace. Des rires retentirent dans l'air. Près de la boulangerie, elle croisa Miss Chilton, qui épinglait un nouveau dépliant sur le panneau communautaire. On y lisait « Soirée littéraire de village, lectures et réflexions. Bienvenue à tous ». Le premier du genre et un discret hommage à la femme dont l'histoire l'a inspiré. Miss Marple fit une pause, lut le dépliant et hocha la tête avec approbation. « Miss Chilton, » dit-elle chaleureusement, « j'espère que vous lirez quelque chose de votre côté. »« Je le ferai, » répondit la jeune femme, les yeux brillants, « et je lirai aussi quelque chose d'elle, quelque chose qu'elle a laissé dans les marges d'un livre de jardinage, un petit poème. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est beau. » Miss Marple sourit. « Alors c'est exactement suffisant. » Ce soir-là, alors que les lumières du village clignotaient et que le froid s'installait doucement dans les eaux de la terre, Miss Marple prépara son thé du soir. Elle alluma le feu, posa une assiette de sablé sur sa table d'appoint et attrapa son panier à tricoter, même si l'écharpe était déjà terminée. Mais plus que l'habitude, le geste apportait du réconfort, et dans un monde où la justice n'était pas toujours rapide, où la vérité n'arrivait pas toujours enveloppée de rubans,
Le confort était une sorte de justice tranquille. Elle sirota son thé, le parfum de citron et de lavande, s'échappant de la tasse. Dehors, le portail claquait doucement au vent, et puis tout était calme. Miss Marple se pencha en arrière sur sa chaise, regardant la lueur du feu se refléter dans la théière en argent, et elle a souri, car pour l'instant, le jeu était terminé, et le jardin d'hiver avait commencé à se reposer.